Bienvenue dans La Brigade, le seul podcast francophone des sénateurs d'Ottawa, fait pour et par les partisans des sénateurs. Voici vos animateurs, les deux GP, Jean-Philippe Forgue et Jean-Philippe Fortin. Salut tout le monde et bienvenue dans La Brigade, épisode numéro 7. Mon nom est Jean-Philippe Forgue et je ne suis pas accompagné de Jean-Philippe Fortin aujourd'hui malheureusement, mais je suis avec Pascal Villeneuve. Comment ça va Pascal? Yes. Salut JP. Fraîchement rappelé des ligues mineures. On a notre JP Fortin qui souffre d'une blessure au haut du corps aujourd'hui. Donc, j'arrive en remplacement. Jean-Philippe Fortin qui a une extinction de voix qui ne pouvait donc pas participer à l'enregistrement, mais on va essayer d'être bien sympathique pour vous quand même. Aujourd'hui, dans la mise au jeu, on va recevoir Pat Tourangeau qui revient pour une deuxième présence dans l'alignement. On reçoit aussi Phil Sands, Phil Villeneuve, avec qui on va jaser. On va faire une belle discussion sur le camp d'entraînement des sénateurs. On va voir qui s'est démarqué, qui déçoit un peu, qui pourra en donner plus. En tout cas, vous allez tous voir ça tantôt. Un peu plus tard, on reçoit la première femme à avoir joué un match dans la Ligue d'hockey junior majeure du Québec en 20 ans, nul autre que la gardienne de but Ève Gascon, qui a fait pas mal parler d'elle pendant le camp d'entraînement des Olympiques de Gatineau. Mais pour l'instant, je vais me tourner vers Pascal, qui va nous faire le petit bilan du warm-up ce matin. On va commencer avec le warm-up habituel. Dans les premières nouvelles qu'on a eues dans les derniers jours, on a Tyler Ennis, le fameux Tyler Ennis, qui revient au Bercail dans un contrat d'essai. Donc, c'est pas vraiment encore rien d'assuré, c'est vraiment juste un essai. Lui qui a joué l'année passée avec les Oilers d'Edmonton, qu'on a vu quand même assez souvent. Les sénateurs ont assez joué souvent contre eux l'année passée. On s'en souvient un peu trop bien de ce match-là. Oui, c'est ça. C'est pas lui qui nous a fait le plus mal, mais quand même. Est-ce que c'est vraiment le joueur qui nous manque pour jouer à droite? C'est ce qu'on va voir. On va en parler justement avec Pat un peu plus tard. Par la suite, Logan Brown, c'est terminé. C'est fini à Ottawa. L'élastique a été assez étiré. Les sénateurs sont allés chercher Zach Sanford en échange et on rajoute à ça un choix de 4e ronde conditionnel à ce que Brown joue 30 matchs dans la NHL. Je pense qu'on serait un peu tous surpris si ça l'arrivait, mais en tout cas, c'est qu'est-ce qui a été négocié. Brown s'en va à Saint-Louis, donc c'est là où il a grandi. Je pense qu'on a beaucoup de références à Saint-Louis dernièrement. C'est quand même assez drôle avec l'histoire de Brady. On disait que tout le monde vient de Saint-Louis, hein? Oui, tout se passe là-bas. Ils veulent tous jouer là. Oui. Sanford va porter le numéro 13 avec les Sens. Quand même un joueur respectable côté statistique. On parle de 16 points en 52 matchs la saison dernière, donc on va pouvoir en parler un peu plus tantôt. Le Centre Canadian Tire devrait être rempli à 50% de sa capacité. C'est pas la nouvelle qu'on s'attendait. On aurait bien aimé que ce soit plein à 100%, mais on parle de 9326 personnes exactement, parce qu'à la brigade, on a les chiffres exacts. Ben, il y a quand même l'organisation qui espère pouvoir remplir à pleine capacité pour le match d'ouverture de la saison. Par la suite, on doit parler rapidement de la suspension de Ridley Gregg, qui est arrivé comme un cheval sur la soupe, comme on dit, dans sa première partie de match hors concours. Ça a été le Ridley Gregg Show, un but spectaculaire, un geste qui a dépassé les limites, qui a dépassé les bornes un peu. Donc, tout de suite en partant, la Ligue nationale n'a pas pris de temps pour lui donner un match de suspension pré-saison et un match de suspension en saison. On va voir qu'est-ce que ça veut dire exactement. Et finalement, grosse nouvelle, les sénateurs ont finalement signé Chuck, mais pour un contrat de 3 ans. On ne parle pas ici de Tkachuk, mais bien de Ostapchuk. C'est pas le Chuck qu'on espérait. Ostapchuk, choix de 2e ronde, 29e au total au repêchage de 2021. Donc, JP, c'est pas mal ce qui complète le warm-up. Est-ce qu'il y a des choses qui t'intéressent à jaser? Oui, je venais sur Logan Brown. On s'entend que en mettant une condition pour un 4e choix au repêchage, ça veut dire que les sénateurs font le pari que Logan Brown ne jouera même pas 30 matchs avec Saint-Louis. Ça donne la confiance que l'équipe avait en lui. C'est quand même triste, Logan Brown, parce qu'on en parle souvent récemment, là, mais ouais. Les sénateurs avaient fait un échange pour avancer
dans le classement au repêchage pour pouvoir sélectionner Logan Brown. Il y avait beaucoup d'espoir en lui. Puis j'écoutais dans le vestiaire il n'y a pas longtemps avec Nicolas Saint-Pierre. Puis un ami de la brigade. Un ami de la brigade. Et je l'entendais dire avec le coach Alain Sancartier, les sénateurs misaient beaucoup sur Logan Brown, mais j'ai l'impression que Logan Brown se voyait aussi très gros. C'est ça qu'il disait. Il y avait eu des controverses avec l'agent de Logan Brown. Logan Brown n'était pas satisfait du temps de glace que les sénateurs lui donnaient. Il se disait, moi, je suis un choix de première ronde. Il se comparait avec d'autres choix de première ronde. Je devrais avoir plus d'opportunités. Il n'y avait pas les opportunités. J'ai l'impression que Logan, je ne veux pas m'avancer, mais c'est peut-être pas un personnage autour duquel on veut bâtir une équipe. Là, puis là, je pense que l'image des sénateurs a tellement changé dans les dernières années qu'il n'y avait plus de place. Là. Il n'y avait plus de place pour lui. S'il était encore dans les parages, là, je pense que c'est simplement à cause de où est-ce qu'il avait été repêché. Je pense que c'est Steven qui mentionne souvent qu'un choix de première ronde a à peu près 12 vies. Là. C'est un peu ça qui est arrivé avec lui. Je pense que tout le monde, on aurait aimé ça le voir une dernière fois là, cette année, là, dire OK, c'est la dernière fois, puis si là, ça fait pas là. Mais je pense que c'est peut-être le 10% d'amateurs qui restaient là. La majorité avait déjà tourné la page. Puis je pense qu'on tourne la page là, une fois pour toutes. Je pense pas qu'on va en entendre parler là, beaucoup là. Que ce soit dans notre émission, que ce soit dans tout le reste des médias à Ottawa. Là. Quand même une petite pincette quand on pense au fait qu'on a échangé un choix de première ronde puis qu'on a reçu Sanford. T'sais? Est-ce que c'est satisfaisant? Ouais. Est-ce qu'on est... Comment on se sent par rapport à ça? Je pense que Pierre a réussi à aller chercher le maximum qu'il pouvait rendu aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux? La valeur avait vraiment baissé. La seule force qui restait pour aller chercher, c'était le fait qu'il fallait qu'il se trouve une équipe qui avait des problèmes avec le cap salarial. Puis c'est comme ça qu'il a réussi à aller, je pense, se convaincre lui-même de finir par faire un échange puis d'avoir quelque chose qui valait la peine. Là. Fait que je pense que ces deux gars, je suis pas sûr que c'est le joueur le plus aimé. Qui était le plus aimé à Saint-Louis. Je pense que c'est un gars qui faisait beaucoup de revirements dans sa zone, puis il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas là-bas à cause de ça, mais en même temps, c'est un joueur qui a de l'air capable d'une certaine production offensive. Peut-être que dans un nouveau système où DJ, probablement qu'il l'a observé, puis probablement son mot à dire. Là, on peut penser que Pierre Maguire était un peu impliqué dans cet échange-là, qui lui connaît bien un peu tout le monde. Donc, je pense que c'est un bon coup dans où est-ce qu'on est là, mais effectivement, perdre un choix de première ronde, tu veux jamais voir ça dans ton organisation. Là. Petite anecdote sur Zach Sanford. En décembre 2018, lors d'un entraînement, il s'était battu avec son coéquipier Robert Bortuzzo. Hey, moi, les noms, tout le temps. Hein? C'était pas Bertuzzi, là. Non, c'était pas Bertuzzi, c'était Bortuzzo. Ah, OK. Suite à quoi, à l'époque, lors de la bataille, il y avait beaucoup de frustration dans l'équipe chez les Blues, puis les Blues étaient derniers dans la Ligue nationale. Cette même année-là, ils ont remonté dans le classement et ont fini par gagner la Coupe Stanley cette année-là. Certains disent là-bas que c'est la petite étincelle qui a shaké l'équipe. OK. Puis il y a même une vidéo qui circule. Regarde, moi je l'ai trouvé, je ne sais pas s'il circule encore, mais on voit Alex Pietrangelo en train de soulever la Coupe Stanley. Oui. Puis en arrière de lui, on voit Sanford et Bortuzzo. On les voit s'en aller l'un vers l'autre puis se donner une bonne caresse, là, tu sais. Ouais. Comme si, genre, il y a eu un froid plus tôt, puis là, on a gagné la coupe, puis on est des chums. Mais, moi, on dirait un joueur de caractère, peut-être. Ouais, mais un joueur qui se bat en entraînement contre un de ses coéquipiers, là, on n'est pas dans la chambre, mais ça nous envoie quoi comme message, ça, tu sais? C'est quoi ton premier instinct? Moi, j'aime ça parce que je trouve que c'est un joueur qui... j'aime ça. C'est un joueur qui care, c'est un joueur qui a de l'intensité, qui a de l'émotion, puis... Je pense que les médias et les fans, on en fait toujours un plus gros cas que ce que c'est vraiment. À chaque fois que la question est posée à des joueurs, on me dit, ils n'ont peut-être pas le choix de répondre ça, mais à chaque fois que la question est posée, la réponse est toujours « Ah, ça arrive, c'est dans le feu de l'action. Écoute, c'est un jeu physique, on se frappe. Oui, des fois, on peut poigner un peu les nerfs, mais après ça, on réussit à se parler puis on passe à d'autres choses. T'sais. C'est sûr que si un gars se bat à tous les trois pratiques, il y a un problème. Là. Mais je pense pas que c'est nécessairement mauvais comme tel. Moi, ça me dérange pas quand c'est dans les bonnes circonstances, disons.
Est-ce que tu vas au Centre Canadian Tire Center cette année? Oh oui, c'est réservé déjà. Je pense que j'en ai parlé dans le dernier épisode. 14 octobre, c'est la fête à Phil Sands. Fait qu'on s'en va là contre les Maple Leafs. Je sais pas comme ils ont mis les billets à vendre d'avance sans savoir combien de personnes qu'il allait avoir. Je trouve ça un peu spécial. Parce que là, les gens commençaient à dire « Ah, là, il reste plus trop de billets. Là. D'après moi, les billets se vendent beaucoup, mais combien est-ce qu'il y avait vraiment de billets à vendre? On le sait pas. On le sait jamais, ils nous le disent pas. Eux devaient savoir des choses que nous, le public, on savait pas. Non, ben c'est ça. Mais ils s'attendaient, j'imagine, puis il devait avoir une politique de retour ou de remboursement ou quoi que ce soit si jamais l'Ontario avait décidé non, il n'y a personne qui rentre finalement, tu sais. Sûrement qu'ils avaient prévu le coup un peu, mais est-ce qu'ils ont prévu le coup pour 5, pour 10, pour 20 000? On ne sait pas. Non, j'ai vraiment hâte d'aller sur place, mais en plus, ça va être le match d'ouverture. Ça devrait être, oui, contre Toronto, mais comme je disais la dernière fois, les fans des Sens... Soyez présents. On reprend notre aréna. Exact. C'est nos billets. Oui, OK, il coûte un peu plus cher, c'est certain, mais en même temps, c'est pas tous des pieds de céleri à Toronto, là, dans le sens où on les aime pas, mais il y a des joueurs qui sont quand même agréables à voir jouer si on reste le moindrement un peu neutre. Puis à tous ceux qui disent non, moi j'encourage pas l'équipe, je n'apprécie pas le propriétaire. Regardez, on vous entend, on le sait, on sait que ça se passe tout ça, mais ultimement c'est une équipe, c'est des joueurs, c'est une organisation. On a une équipe dont on est fier. Puis si on veut la garder, ben faut y aller, tu sais. Ouais. Puis je veux pas entendre cette année des commentateurs de Montréal nous dire « Hey, gardez-les à Ottawa, ils ont juste 9000 places, ils sont même pas capables de les remplir. » Non, ça se passe pas cette année. On les remplit, puis ils vont être rouges, ils vont être noirs. Tu sais? Ouais. Puis ça fait assez longtemps là, qu'on n'a pas eu de hockey au CTC, là. Toi, vas-tu venir une couple de fois de Montréal? J'aimerais ça. Oui, je pense que oui. Moi, j'ai vraiment hâte de voir les nouveaux chandails en vrai. Ouais. Je suis de l'école de ceux qui attendaient, je l'ai déjà dit, je vais le redire, je suis de ceux qui attendaient un changement de chandail depuis tellement longtemps. Les chandails rouges de l'édition Reebok qui était sortie dans les années 2000, là, pour moi, ça tuait toute créativité. Le logo était hyper générique. Puis une petite déformation professionnelle aussi. Ah oui, tout à fait. Moi, c'est mon métier de faire du design, une grosse passion, design de sport. Fait que mon équipe préférée soit considérée comme l'une des équipes de sport professionnelles les mieux vêtues, ça venait me chercher ça bon sens, là. Est-ce que le choix... Le logo 100%, est-ce que le chandail comme tel, c'est comme ça que je l'aurais conçu? Moi, personnellement, je trouve qu'il manque un peu de blanc sur le chandail noir. Il y en a qui vont dire qu'ils vont me tirer pour avoir dit ça, mais c'est ma petite note, c'est mon grain de sel. OK. Mais je sais que ils sont du genre aussi... Tu sais, je pense qu'il faut qu'ils se gardent un peu des... si on veut, des alternatives. Je pense qu'à chaque année ou à chaque quelques années, ils viennent apporter un petit changement où ils viennent pour le 3e chandail ou pour le fait que peut-être que c'est quelque chose qu'ils vont apporter je m'attends dans une prochaine version. Personnellement, je m'attends à voir un 3e chandail qui n'est pas le reverse retro, là. Ouais. Mais je m'attends à voir un genre de... Un peu comme le chandail héritage noir, mais en rouge, mettons. Je m'attends à ça. OK. Puis, puis j'aimerais ça parler aussi de Ridley Gregg. Tout un joueur. Sincèrement, là, j'espère qu'il va être capable de se contrôler. J'espère vraiment qu'il va être capable. Parce qu'écoute, du talent offensif, on l'a vu, là. On l'a vu pendant son but, c'était peut-être même cocky à la limite là, de faire ça dans un match préparatoire, tu sais, là, où les défenseurs sont comme, tu sais, so-so, puis tout le monde s'attend qu'on y va mollo, on retrouve notre coup de patin, mais en tout cas, il l'a fait, puis il s'est pas gêné. En même temps, ils sont là pour se vendre, ces joueurs-là, là. Exactement. Mais rapidement comme ça, OK, je peux peut-être lui donner le mini bénéfice du doute que c'est arrivé vite avec Pierre-Luc Dubois face à face. Il a voulu se défendre, se mettre les mains en avant de lui, mais écoute, avec le passé qu'il y a, là, il y en
il y a pas un gros bénéfice du doute, je te dirais. Là. Mais écoute, c'est parce que je trouve que ça peut vraiment détruire une carrière, tu sais. Sa réputation aussi, là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, les arbitres, ils hésiteront pas, là. Au moindre geste, justement, il y aura jamais vraiment le bénéfice du doute. Mais c'est certain qu'il va être tannant. Oui, c'est Pat Tourangeau, quand on va parler avec lui un peu plus tard, nous parle de notre Brad Marchand. C'est un peu le genre de joueur qu'on peut penser qu'il va devenir, mais il y en a des joueurs dans le passé comme ça qui avaient un certain talent offensif, mais qui veut pas, des fois, quand les fils se touchent, puis un coup dans la Ligue nationale, ça peut plus, là, ça marche plus. Est-ce que DJ va être capable de le garder sur terre puis de le garder groundé? Espérons. Est-ce qu'on veut vraiment avoir des joueurs qui ont une réputation de donner des petites liquettes aux autres joueurs pendant les séries, tu sais? C'est pas charmant, c'est pas chic pour personne, là. Non, mais si tu parles aux fans de Boston... sont-ils fiers de ça, eux autres? Je pense que oui. Mais fiers de ça, je pense... Si tu leur parles de Marchand, il n'y en a pas un qui va parler contre lui, je pense pas. Non? Non. On demandera... Faudrait faire venir un fan de Boston. C'est ça, j'allais dire. On demandera aux frères et aux pères de John. Le chroniqueur John, qui nous expliquait que sa famille est un fan des Browns. Sont des fans des Browns. Oui. Cool. Restez autour dans pas là, on reçoit Pat Tourangeau et Phil Villeneuve. Tout est en place pour la mise au jeu initiale. Bon podcast à tous. Alors, pour le deuxième segment de l'épisode, on est accompagné de Pat Tourangeau et Phil Villeneuve. Comment ça va, les gars? Ça va super bien. Ça va super bien, moi aussi. Et êtes-vous excité du retour du hockey? Extrêmement. Ouais? Super excité. Ça fait assez longtemps qu'on attend. Je pense qu'on est tous prêts, puis on attend, ça fait une couple de mois. Hein. Ouais, puis surtout que la façon qu'on terminait la saison, ça donnait c'est un message d'espoir là, on a hâte de voir les jeunes, l'évolution. Exactement. On va espérer qu'on peut amener notre énergie de l'année passée au début de cette saison puis pas commencer comme la dernière. Yes. C'est quoi vos impressions à date de ce qu'on a vu au camp d'entraînement? On a vu beaucoup de bonnes choses des jeunes joueurs, évidemment. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont des bonnes surprises, puis il y en a qui sont un petit peu plus des déceptions. Côté gardien de but, Gustafsson, Sogaard ont été quand même des belles surprises pour moi. Je pense que les deux ont été solides. Va falloir qu'on voit ça va être quoi leur place dans l'alignement l'année prochaine, si c'est avec les Sénateurs ou Belleville, surtout pour Gustafsson. Sinon, des joueurs comme Logan Brown, maintenant, évidemment, c'est terminé. J'avais pas aimé son camp d'entraînement, c'était une autre déception. Mais ouais, toi, Pat, qu'est-ce que t'en penses? OK. Pour le camp d'entraînement comme tel, on parlait des avants. Je vais parler des avants en premier. Hier, on a vu Chris Turney sur un rôle offensif. Sur le coup, comme la plupart des gens, j'ai été surpris. Je me suis dit, puis je le crois encore, que ça va être juste un essai pour que Pinto monte progressivement sur la deuxième ligne. Par contre, Turney, qu'est-ce qu'il a fait hier? Il a essayé des passes audacieuses, avec parfois du succès, parfois non. Puis au sac des mises au jeu, il y a eu 5-8. Fait que, comme tel, sa partie n'était pas catastrophique. Est-ce que c'est sa position d'être top 6? Je crois pas. Mais c'est pas catastrophique pour l'instant. J'ai vu l'effort constant. On a vu aussi White. White, c'est comme l'autre centre qui a un peu d'expérience. On a vu quelques beaux flashs, mais encore une fois, 5-15 au cycle des mises en jeu. Pour moi, c'est un centre qui fait mal à son équipe. L'année passée, c'était pareil. C'était 40% de réussite au cycle des mises en jeu. On espère qu'il va y avoir une chimie là, avec White et Sanford, puisqu'ils étaient ensemble à l'université de Boston College. Ils ont eu du succès. L'année qu'ils ont joué les deux ensemble, ils étaient deuxième et troisième marqueurs de leur équipe. Fait qu'on va donner la chance aux coureurs, mais moi, je pense sincèrement que pour ce qui est de Colin White, éventuellement, il serait plus utile peut-être à l'aile. Ça serait peut-être bon de l'essayer comme ailier. Tu as parlé de la déception de Logan Brown, mais Logan Brown, c'est un gars qui paraît pas, il va faire des petites choses, c'est une bonne vision de jeu, tout le kit, mais c'est sûr qu'on ne le voit pas manger les bandes. Déception, oui ou non, ça dépend c'est quoi tu veux voir. Mais là, on a eu un joueur qui est plus dans le style de DJ Smith, Sanford.
Il était invisible hier. Par contre, il vient d'arriver. On va lui donner la chance. On va regarder ce que ça donne. Il a l'expérience Ligue nationale. Il est capable de compter des buts à l'occasion. Fait on va voir. Il y a juste un an de contrat. Fait que c'est comme une audition pour lui. On est à Logan Brown. Lui aussi, il va avoir une chance dans son patelin, d'où ce qui vient. Il a quand même eu la passe décisive là, sur le but de Thompson dans la game inter-équipe. On ne le voit pas, puis à un moment donné, il fait quelque chose. Mais là, il ne fait plus partie des plans. On a vu la relève. Riley Gregg, en 8 minutes 17, il a réussi à faire un but qui a fait les manchettes, 3 mises en échec, à se faire expulser de la partie. Moi, je le dis toujours, c'est notre futur Brad Marchand. Riley Gregg, ça va être éventuellement le 3e centre. Il faut juste lui donner le temps. Cette année, il va viser équipe Canada Junior. On espère qu'il va être capable de faire l'équipe. Puis l'année prochaine, probablement qu'il va faire 1 an dans la Ligue américaine, mais il ne restera pas là longtemps. Ce gars-là, il a trop tout ce que les coachs aiment pour moisir dans la Ligue américaine. Je vais vous poser une question sur Riley Gregg rapidement. Sa suspension, ça inclut un match de pré-saison et un match de saison régulière. Comment tu gères ça, un joueur qui ne va pas faire l'équipe un match de saison régulière? La fois qu'ils vont le rappeler de Belleville, il ne pourra pas jouer, genre? Comment ça marche? Dans 2 ans, quand il va commencer la saison. Ouais. Ah oui, d'après moi, ça va être ça. J'imagine que ça va être ça aussi. Mais ce qui est incroyable avec Riley Gregg, c'est qu'on sait que c'est un joueur vraiment physique, puis les autres équipes vont pas aimer jouer contre lui, puis en une moitié de match, il nous a montré exactement qu'est-ce qu'il va être pour le reste de sa carrière dans la NHL. Une suspension pour cross-check d'en face d'un gros centre de la LNH, puis un but que si tu regardes la fin de la saison, ça pourrait être d'un top 10 de tous les buts que les Sens ont scoré cette année. Fait que c'est vraiment, ça va être un joueur qui va scorer des buts, qui va être physique. Il faut juste pas qu'il refasse la même erreur, vraiment de dépasser la limite pour recevoir une suspension. Il va falloir qu'il se garde un peu de gêne dans ses crochets. Mais il va avoir de la misère. Il va sérieusement, Riley Gregg va avoir de la misère parce que même au niveau junior, il n'y a pas de discipline. Il a été suspendu l'année passée dans une courte saison. Puis on a vu plusieurs petits gestes là, comme faire voler le bâton dans les airs de ses adversaires, des choses comme ça. Il y en a dedans, le gars. On va apprendre à vivre avec. Ça va être un joueur intense. Soit qu'on l'aime ou on le déteste. Quand il est à notre équipe, on risque plus de l'aimer. Exactement. En même temps, il n'aura pas le choix à un moment donné. Il va falloir qu'il apprenne ou ça ne passera plus. Là. Ben moi, je pense qu'il va maturer pendant sa carrière. Puis avec une bonne équipe de développement comme les Sens, je pense que ça va aussi l'aider. Est-ce que c'est quelque chose qu'il va être capable d'apprendre, de vraiment se contrôler? C'est ça qu'il va falloir voir dans les prochaines années. À date on a parlé grossièrement, mais Phil, je vais commencer avec toi. T'es surprise du camp d'entraînement? Qui t'a surpris? Qui a fait des choses dont tu t'attendais pas, là? Zach Ostapchuk, je pense que beaucoup de gens s'attendaient à rien de lui. Moi, je m'attendais à quelque chose de lui, mais il a quand même été une surprise. Il vient juste d'avoir son contrat, ce qui est quelque chose que je m'attendais pas. C'est une preuve qu'il y a eu un vraiment beau camp d'entraînement. Puis c'est un joueur qu'on a eu en 2e ronde. Tout le monde n'était pas sûr. Moi, j'ai fait mes recherches sur lui. Je l'ai regardé jouer. Puis c'est un joueur que j'aime beaucoup. Il est quand même grand. Puis pour sa grandeur, il a de la bonne vitesse, il a des bonnes mains, il est capable de faire des super beaux jeux offensifs et défensifs. C'est juste que il faut vraiment qu'il travaille sur comment il est constant. Il y a des matchs que tu vas le voir un petit peu comme un Robbie Arventi, il va être extrêmement fort, il va scorer 2 buts, puis après ça, il va être invisible pour les 2 prochains matchs. Fait que s'il peut travailler là-dessus puis continuer d'être le grand centre offensif, peut-être qu'il va être un ailier plus tard. Je pense qu'il va être un joueur incroyable pour les Sens puis il mérite fortement son contrat. Cool. Toi, Pat, à date, le camp d'entraînement, as-tu des joueurs qui t'ont surpris? Je te dirais oui, Gustafsson. Gustafsson, présentement, là, avec 36 arrêts sur 39. Je veux dire, moi, je pourrais dire ça. Il y a eu des hauts, des bas dans sa carrière. Puis là, il semble poursuivre vraiment sur la même lancée que l'année passée. Fait que Gustafsson, il fait présentement une belle bataille là, à Frostburg pour le poste de 2e gardien. Puis j'écoutais hier l'émission là, avec Nicolas Saint-Pierre. Avec Nicolas, oui. Oui, c'est ça. Puis là, lui, il parlait qu'il ne fallait pas l'emmener trop vite dans la Ligue nationale. Sauf qu'en même temps, il y en a plusieurs comme moi qui se posent la question, combien de parties va jouer Murray? Ouais. Est-ce qu'on va le protéger un peu? Est-ce qu'on veut, on veut faire attention? Il est souvent propice aux blessures. Je crois que ça ne serait pas perdre son temps que de l'amener Gustafsson. Au pire, si les sénateurs ont une longue période inactive, tu leur retournes dans la Ligue américaine.
Puis tu le rappelles après, mais je pense que si les sénateurs devraient prendre le meilleur des deux gardiens là, entre Forsberg et Gustafsson. Fait que ça, c'est une de mes surprises. Sinon, j'ai bien aimé là, dans le camp des recrues là, Maxence Guenette. Son coup de patin, c'est vraiment là, c'est impressionnant son coup de patin. Puis on espère qu'un jour il va avoir la chance. Il y a beaucoup de compétition à l'interne là, chez les sénateurs. Là. Mais le voir partir avec la rondelle, là, c'est de toute beauté. Ensuite de ça, Lassie Thompson, il y en a plusieurs qui l'ont critiqué l'année passée. Il y a eu des hauts et des bas. Là, il semble parti pour être plus en confiance. Il ne faut pas oublier que c'était sa première année dans la Ligue américaine. Le temps d'arriver en pleine pandémie, tout le kit. Puis que Belleville, l'année passée, c'était pas une équipe très, très, très puissante. Lassie Thompson, il avait quand même fini premier marqueur chez les défenseurs de l'équipe. Mais pour plusieurs, c'était une déception. Lui qui avait pas eu une grosse saison en Europe la saison d'avant, si je me souviens bien. Là. Non, la même saison. La même saison? Ah ouais, OK, c'est ça. Oui, c'est ça. Il avait commencé, puis il y avait juste 2 passes. L'année d'avant, c'était pas si pire, c'était 6 buts, 7 passes, je pense. Pour quand tu joues avec des hommes, quand même, à 19 ans, c'était quand même bien. Mais à 20 ans, il avait commencé, je pense qu'il y avait 2 points, je vais dire ça de même, je suis pas sûr, mais genre 17 parties ou une vingtaine. Fait que c'est ça. Lui, c'est une belle surprise. Il semble avoir repris sa confiance. Sinon, il y en a plusieurs qui ont montré des beaux flashs. On voit que, bon, Nick Paul, il veut s'intégrer tout le kit, mais ton grand chum, ça. Ouais, non, c'est ça, mais je vois qu'il veut, je vois qu'il est aimé. C'est le fun qu'il fasse partie de l'équipe, sauf qu'en même temps, où sa place? Moi, c'est juste ça. Elle est dans la Ligue nationale, elle est dans l'équipe. Au Suisse, DJ nous l'a dit. Ouais, c'est ça. Là, il est rendu à droite. Là, on a mis Sanford à gauche et on l'a déplacé à droite. Fait que c'est correct, mais tu sais, un couteau suisse à Montréal, exemple, ils n'ont pas de Byron. Entre Paul Byron et Nick Paul, Paul Byron, il est plus offensif. On peut compter plus sur lui de ce côté-là. L'autre, il est plus physique. Fait que chacun ses petites affaires. Là. Nick Paul, pas top 6, s'il vous plaît. Là. Non, c'est pas sa place. Définitivement pas. Non, mais l'avantage avec Nick Paul, c'est qu'il peut jouer n'importe où, que ce soit au centre, à l'aile gauche, à l'aile droite, il peut jouer n'importe où, puis il va toujours avoir le même rôle de joueur, un peu de support, puis d'un joueur qui va être physique. Il a gagné le test physique de l'équipe encore, je pense, pour la 3e année de suite. Fait que c'est quelque chose qui va vraiment aider l'équipe, puis c'est un joueur que DJ Smith adore. Fait que ça va être intéressant de voir où est-ce que DJ veut le mettre pour commencer la saison l'année prochaine. Tu viens de m'ouvrir la porte, justement. Moi, je voulais parler, mais l'importance du 4e trio. Puis 4e trio, là, on parle de peut-être Parker Kelly, on n'est pas sûr. Là, Crutching s'est blessé. Ensuite, il y en a qui Nick Paul, Formerton, ça peut être Ennis, ça peut être à droite, ça devrait être Watson, sinon il y a Sherwood puis Sabourin, qu'est-ce que c'est. On a-tu vraiment besoin de ça ou les sénateurs seraient plus forts en mettant Nick Paul 4e centre? Nick Paul, là, dans la partie qu'il a joué, là, à date hors concours, il y a 8-11 au cercle des mises en jeu. Même l'année passée, c'était le meilleur au cercle des mises en jeu. Puis on le met comme pour dépanner certaines mises en jeu, mais il ne joue pas centre. Mais centre, 4e trio, pour moi, ça serait une force. Sérieusement, tu l'amènes pour toutes les mises en jeu importantes. Fait que tu peux avoir lui, tu peux avoir par exemple Formerton ou Ennis à côté de lui. Ensuite, de l'autre côté, Watson. Ça pourrait être un bon trio. Là. Les gars, je vais vous poser une question. Là, on a parlé des highlights de ceux qui nous impressionnaient, mais y en a-tu qui vous ont lamentablement déçus à date? À part Logan Brown, là, on tournons la page sur Logan Brown. Ouais. Moi, il m'a pas déçu tant que ça. Là. Je m'attendais. Non, OK. Non, mais il n'y a pas assez de parties jouées de hockey joué pour dire lamentablement déçu. Ce que j'entends, Del Zotto, c'est une déception. Au camp d'entraînement, tout le kit, on veut l'avoir top 4. Je peux dire que moi, je suis dans la région de Montréal. Là, les lignes ouvertes, ça rit aujourd'hui. Del Zotto, c'est le top 4. Ça va où avec ça? T'sais. Mais ils n'ont pas tort. Je pense que présentement, si je regarde le jeu des défenseurs gauchers, je pense que je mettrais bien avant Brandstrom, avant Del Zotto.
Brunson, il fait des belles sorties de zone. Del Soto, il apporte quoi de plus? Pas grand-chose, à part de la confiance pour DJ Smith. Là. De l'expérience, j'ai envie de dire. L'expérience, mais si on regarde partout ce qu'il a passé, il faisait-tu la job? Dernièrement, là, les 5 dernières années, là, je pense pas. C'est vrai. Brandstrom, justement, ça a été quand même une belle surprise. Je pense que offensivement, il a fait des belles sorties de zone, des belles passes. C'est un bon fabricant de jeu. Défensivement, c'est sûr qu'il y a toujours des petits problèmes. Il y a toujours des fois qu'il a de la misère à garder son homme. Mais je pense que si tu lui donnes une vraie bonne saison, puis DJ il dit qu'il va pas l'enlever de cette équipe-là, sauf si c'est terrible, il va avoir un petit peu plus de confiance. Il va savoir que il peut prendre un petit peu plus de risques offensivement, puis sans avoir la conséquence de retourner à Belleville. Je pense qu'il pourrait avoir une super bonne saison. Puis Del Zotto, c'est sûr qu'il amène de l'expérience, mais il est plus vieux, il est moins rapide. Mais moi, je pense que DJ, il aime trop ses vétérans pour pas le mettre. Fait on va voir. Je pense que ça va être quand même une belle compétition entre les deux, mais pour le moment, c'est plus entre Brandstrom et Mété, selon moi. Oui, Mété, il est toujours absent. Dans le sens qu'on le voit pas. On voit pas qu'est-ce qu'il fait. Mais il a joué une game, on l'a pas trop vu. Par contre, il est plus 2. Mété, il fait les petites choses qu'on remarque pas trop. Ben, c'est un défenseur, quand tu le remarques pas, souvent c'est bon signe. Exactement. C'est ça, ben lui, il se débarrasse pas de la rondelle, fait que ça, c'est un plus pour lui. Mais quand on regarde là, sa feuille de route à partir des juniors, il a toujours été d'un plus. Ça j'ai remarqué ça, j'ai accroché là-dessus, j'ai fait, ouais, Mété, on dit trop petit, offensif, ben il n'est pas si offensif que ça quand on regarde les points qu'il fait. Par contre, c'est vrai, il contrôle la rondelle, il s'en débarrasse pas. S'il est mal pris, ben il patine plus, puis il se démarque de son homme. Fait que, il est correct pour une troisième paire. Pour moi, il est parfait là. Ouais, en ce moment, on voit vraiment qu'avec son expérience, il prend vraiment de la maturité, puis il devient plus un défenseur qui peut jouer dans les deux sens de la glace, même s'il est plus petit que la moyenne des défenseurs que tu vas avoir. Sauf que pour retourner à DJ Smith, il aime pas les petits défenseurs. Fait que c'est ça qu'il il va vraiment falloir qu'il performe, qu'il performe très bien, puis plus haut que les attentes de DJ Smith pour avoir sa place. C'est sûr. Toi, Phil, t'as-tu des gars qui en donnent pas assez, qui performent pas à leur niveau à date, selon toi? J'ai pas trop de déception à date, à part dans le match contre les Jets. Je pense que Igor Sokolov a eu un bon début de match, mais après ça, il a un petit peu disparu, puis on l'a pas trop vu au courant du match. Mais c'est un joueur, c'était vraiment son premier match avec qui jouait contre des joueurs de la LNH, puis lui-même, il a dit à plein de reprises qu'il a encore besoin de développement à Belleville pour améliorer des choses comme son coup de patin et sa vision du jeu. Donc, je vais lui laisser une chance, mais c'est juste que pour moi, il a été une petite déception contre le match contre les Jets. Parlant de développement à Belleville, Pat, qui a besoin de développement à Belleville cette année? Ben, pour moi, il y a Matt Sogard, le gardien, il a besoin d'une dernière année à Belleville, une année temps plein. Il y avait un départ 7-0 l'année passée, c'est parfait. Là, on a vu au camp d'entraînement, il ne se démarque pas encore. Fait que, il va aller prendre la confiance à Belleville avec le gardien numéro 1, les amener en série. Ensuite de ça, Jonathan Spiro. Pour moi, là, lui, il pourrait être là pour après les Holden et Del Zotto. Holden, qui était avec Kid Vegas, dans le fond, c'est sa dernière année de contrat. À Spiro, il a toujours progressé. Jamais repêché. Vraiment, il a fait ses preuves. Il a toujours progressé. Pour un 6e, 7e défenseur, c'est parfait. Ensuite, Maxence Guenette va commencer sa première année pro là-bas. Thompson va aller montrer qu'il est un solide défenseur de la Ligue américaine. Pas juste des beaux flashs, mais Les Thompson là, va montrer ce qu'il est capable de faire. Ensuite de ça, pour moi, Ben Bishop, c'est ligne américaine. Cruikshank, il a besoin d'une année complète. Je ne sais pas ce que ça va être sa blessure. Ensuite, Castellic, il a eu une année d'adaptation. Maintenant, il doit aller montrer ce qu'il est capable de faire parce que lui, au junior, il comptait les 40 buts. Parker Castellic? Ouais. Castellic, je pense que c'était quand même une bonne surprise, justement, dans le camp d'entraînement, les matchs de recrues, les matchs hors concours. Il a été une bonne surprise, selon moi. C'est pas un joueur qu'on entendait beaucoup parler à Ottawa, mais je pense qu'il a été très bon au cercle des mises en jeu. Il y avait des très bonnes statistiques. Il défendait ses coéquipiers. Je pense qu'il y a eu 2 batailles. Il a été très offensif, très dynamique. Fait, ça a été une de mes belles surprises. Oui, c'est ça. Il y a eu 5 en 9 aux mises en jeu. C'est ça. Là, il s'est juste de prendre la confiance offensivement. C'est juste ça qui manque, parce que ce gars-là, il produisait beaucoup au niveau junior. Ensuite, Parker Kelly, pour moi,
il pourrait peut-être jouer Ligue nationale, mais ça ne ferait pas tort pour l'apport offensif qui a un petit peu encore dans la Ligue américaine. Puis lorsque Tierney va partir, parce que Tierney était dans sa dernière année de contrat, Parker Kelly pourrait devenir le 4e joueur de centre. Ensuite, Reinhardt, il y a eu un an d'adaptation. Il va continuer. Lui aussi a bien fait au camp des recrues. Ensuite, tantôt, on parlait de Sokolov. Sokolov, il a besoin d'être plus régulier, mais on voit que vraiment les habiletés, il y a l'implication. Ce gars-là, je ne suis pas inquiet. Il va jouer dans la Ligue nationale. Ensuite, Bernard Oker, on ne l'a pas vu encore, ben. Juste une petite question, justement, à propos de Sokolov. Est-ce que tu le vois jouer dans la LNH la saison prochaine, peut-être vers la fin? Cette année, je le ferai jouer dans la Ligue américaine. S'il y a des blessés, peut-être des rappels. Il est là, mais pas pour le garder. Ensuite, l'année prochaine, pas cette année, l'année prochaine, je le vois comme un régulier. Ensuite, Bernard Oker, c'est ça, je dis, il va aller prendre l'expérience pour une année d'expérience Ligue américaine, jouer avec des pros avant de monter là, dans la Ligue nationale. Rapidement, en terminant, là, je vais vous entendre. Qui va forcer la main de J.J. Smith pour une place à Ottawa? Ennis? Ouais, Ennis. Ouais, ça serait possible. Mais je pense que c'est une bonne chose, justement. Sa 4e ligne, si on peut signer Ennis, tu peux décider si on veut jouer un match plus défensif, mettre Zach Sanford. Selon ce que j'ai entendu des fans des Blues et tout ça, c'est un joueur qui est défensif. J'ai vu ses statistiques. Il est très bon dans sa propre zone. Puis t'as Tyler Ennis qui est plus offensif que Zach Sanford. Fait que t'as comme les deux bonnes options, les deux à l'aile gauche sur une 4e ligne. Je pense qu'il pourrait vraiment aider l'équipe sans vraiment prendre la place de trop de joueurs. Là, présentement, ils veulent garder Sanford avec White, voir si la chimie peut se poursuivre. Sinon, celui qui va forcer la main, c'est Shane Pinto. Pinto, dans le sens qu'ils vont voir que c'est lui le 2e centre qui a le plus de talent. Fait qu'il va actuellement monter. Ça ne sera peut-être pas au début de l'année, mais moi, je dis qu'après 10 games, c'est lui le 2e centre. Oh! Tierney, ce qui est inquiétant avec Chris Tierney, c'est je pense pas qu'il va être capable de rester à la même vitesse que Tim Stützle. Il va pas être capable de recevoir des passes de lui et de créer des jeux avec Tim Stützle. Tandis que Shane Pinto, c'est un joueur plus rapide, un joueur plus offensif que Tierney. Dans le match contre les Jets, ses statistiques au cercle de mise en jeu étaient incroyables contre Pierre-Luc Dubois. Il a vraiment bien joué. Puis défensivement, il est peut-être pas au même niveau que Tierney, mais ça s'en vient. Puis je pense qu'avec un petit peu plus d'expérience, il va définitivement dépasser Tierney. Ouais, surtout que sa dernière année d'université, il a été nommé dans cette division meilleur joueur offensif et meilleur joueur défensif. Ça, je pense que c'était la première fois que ça arrivait, là, un joueur qui rafle les 2 titres. C'est vraiment un très bon joueur dans tous les sens du jeu. En tout cas, les gars, c'est ce qui complète le segment. Un gros merci de votre participation ce soir. Puis je vous souhaite une bonne saison. Pareillement. Il est bien du fun, les gars. Merci beaucoup, bonne saison. Restez à l'écoute. Dans un instant, on reçoit Eve Gascon. On entame les dernières minutes de jeu. La brigade déploie son 6e attaquant. Alors, pour le 3e segment de l'épisode, on est accompagné de la gardienne de but, Eve Gascon. Comment ça va, Eve? Ça va bien, vous? Ça va super bien. Très bien, merci. Eve, parle-nous donc pas un petit peu pour commencer. T'es originaire de Terrebonne? Terrebonne? Bonne. Tu l'as allongé, la terre, hein? Terrebonne. Bonne terre. Terrebonne. Bonne terre. Non, mais il y a un air là-dedans. Là. Ça va aller avec Nipen, ça, dans les bloopers. Ouais, ça, je viens de Terrebonne. J'ai passé toute mon enfance là-bas. Je viens de déménager, ça fait peut-être 6 mois à Mascouche. Mais je viens de Terrebonne depuis que je suis née. Ça avait l'air de quoi, le hockey là-bas quand t'étais petite? Viens-tu d'une famille de hockey? Ouais, vraiment. Mon père, il joue au hockey. Il était goaler aussi. Okay. Ma mère, elle faisait de la gymnastique, mais mes 2 frères, ils jouent au hockey. Ils jouent au deck hockey. Fait qu'on est vraiment une famille de hockey. On va toujours se voir. On pratique ensemble. On joue dehors ensemble. C'est vraiment une dynamique de famille. Puis la gymnastique, c'est assez complémentaire avec le métier de gardien de but, pareil. Hein? Ça te donne la souplesse que tu as besoin pour celle que la souplesse que moi j'ai pas, là, qui fait que être gardien, c'est pas évident. Ouais, ça, puis, en plus, j'ai comme remarqué ça, le pas long, que ma mère elle faisait de la gymnastique, puis c'est peut-être pour ça que je suis flexible. Donc, j'avais pas catché avant que j'étais flexible à cause de ma mère un peu. Il y a peut-être un lien. C'est ça, t'as pris un peu des talents des deux, t'es combinés, là. Ouais, ça. Mon père, il a fait, c'est un sportif aussi, il a joué au baseball, il a fait pas mal tous les sports, fait que
j'ai pogné les deux forces de mes parents. Donc, ça chôme pas sur le sport par chez vous? Non, on est vraiment dans le sport. Mon frère plus vieux, par exemple, lui, il est artiste, il étudie en cinéma. Fait que, Oh, wow! ouais, mais il a toujours, il a joué au hockey, il a joué au soccer, il joue au golf. Fait que, il est sportif aussi. Là. Fait que t'as déjà quelqu'un pour faire un film sur ta vie, là. C'est super. Me prendre en vidéo, me filmer, peut-être. Cool. Eve, en 2018, tu es devenue la première joueuse à évoluer dans la Ligue de développement de hockey des moins de 18 ans, AAA du Québec. Félicitations. Merci. Ouais, c'était quand même gros comme moment pour moi. J'avais 16 ans quand c'est arrivé, puis je m'attendais pas à ça. Au début, quand j'étais bantam, dans le fond, il y avait du monde qui me disait qu'il y avait un règlement comme pour les filles qu'on ne pouvait pas jouer dans cette ligue-là. Fait que, moi, j'étais arrivée au camp puis je voulais juste comme montrer comme que j'étais capable de gauler puis que je pouvais faire mon bout de chemin dans le hockey masculin. Puis finalement, j'ai fini par faire l'équipe. J'avais 16 ans. J'avais 15 ans, c'est vrai, excuse. J'avais 15 ans. Fait que quand toute la vague des entrevues, tout est arrivé, c'était vraiment bizarre pour moi. À 15 ans, j'étais encore gênée aussi. Là. Je suis une personne très gênée dans la vie. Fait que c'était vraiment bizarre pour moi. Comment est-ce que tu es accueilli à cet âge-là dans un vestiaire juste des gars? C'est quoi la vibe? Ben, pour vrai, c'était vraiment une bonne vibe. Au début, j'étais vraiment gênée. Mais j'avais joué, je pense qu'on est comme 24 dans une équipe, puis je devais avoir joué avec comme 16 gars déjà dans le bantam, puis ou même en novice. Fait que c'était vraiment, c'était tous mes bons amis déjà en partant, fait que c'était plus facile cool. Comme m'introduire avec les autres que je jouais pas avec eux. Tu te battais avec combien de gardiens de but à ce moment-là, dans le camp? Je pense qu'au début, on était 8 goalers. Tabarouette. OK. Puis au pré-camp, il y en a beaucoup. Là, je pense qu'il y avait comme 4 équipes, fait que peut-être 12 goalers. Puis là, ils en ont coupé une coupe, puis je pense qu'on était rendu 6 après au camp. Puis à la fin, on était, je pense pendant comme 1 ou 2 semaines, on était juste 3. Fait qu'il fallait que je me batte avec un autre goaler. Il y en avait un qui était pas mal assuré de le faire déjà. Là. Fait que c'était comme une bataille à 2 un peu. Pour les gens qui nous écoutent, à la date de l'enregistrement, on est le 20 septembre. C'est-à-dire que 2 jours passés, tu as joué dans un match avec les Olympiques. Vous avez gagné 8-1. Peux-tu nous en parler de ça? T'as fermé le vieux Bob. T'as fermé le vieux Bob, effectivement. Ouais, moment historique. Au début, on dirait que je réalisais pas le moment. Comme, c'était la première fois que j'allais à cette arène-là. Puis c'était rempli là, avec l'année qu'on avait eu de COVID, qu'il n'y avait pas de hockey, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué de game. Puis l'arrivée là avec 2000 personnes, pour eux c'était malade. Là. L'ambiance était fou, puis on a scoré quasiment en partant à la game. Puis quand ils ont scoré, j'ai eu des frissons. Là, c'était malade comme moment. Puis ça, j'étais stressée aussi. Là, c'était ma première game complète junior. Le premier lancé, ça a failli rentrer de la ligne rouge quasiment, fait que j'étais ses talons un peu de stresser. Mais après ça a bien été. Puis Marie me fait scorer comme le 3e shot. Là. Je pense que c'est un échappé, je pense. Ouais. C'est un beau but, mais pareil, ça paraît mal quand même, 3 shots, un but, mais après ça a bien été. Puis t'as fermé la porte. C'était vraiment c'était un beau moment, puis je vais m'en rappeler toute ma vie. Là. Ah, c'est nice. Mon garçon était là, Philippe, qui est avec nous des fois. Il est chroniqueur aussi. Là, il était là-bas, puis il est revenu, puis il capotait. Il dit, c'était malade la game. Il y avait de l'ambiance, comme j'ai rarement vu à Gartin, parce que lui, il n'a pas connu les belles années des Olympiques quand le centre Albert-Gartin était plein. Fait que, il était super impressionné. Puis lui, c'est un gardien de but aussi. Il est rendu midget. Là. Il est revenu de là vraiment énervé. Là. C'était drôle à voir. Ouais, c'était vraiment nice. Puis à chaque fois que les gars ils scoraient, c'était fou. Là. J'ai vu un journaliste qui disait à chaque fois j'ai l'impression que mes tympans ils vont péter. Là. C'était fou, ça faisait du bruit. Puis c'était vraiment nice. Là. Cool. Moi, Eve, je veux savoir l'accompagnement des Olympiques de Gatineau dans ton parcours durant le camp d'entraînement, ça a été quoi? Ils ont vraiment été super gentils avec moi dès le début du camp. Ça s'est vraiment passé vite. Là. J'ai reçu l'invitation, je pense, le vendredi.
Puis le lundi, j'étais au camp, je faisais les tests physiques, puis j'embarquais sur la glace le lendemain. Fait que tout s'est passé rapidement. Puis j'ai eu beaucoup d'entrevues. Personne pensait que ça allait être autant gros dans l'organisation, puis moi non plus. Mais ils ont tous géré ça pour moi. Olivier, le gars des communications, il me disait, mettons, d'un matin, t'as une entrevue. J'en ai refusé parce que j'avais une pratique, mettons. Fait que ils ont tout fait pour moi pour que je puisse comme bien performer. Puis ça, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment. Là. Moi, je suis arrivée au camp pas pour les entrevues, là, pour jouer au hockey puis montrer que je pouvais faire l'équipe. Fait que c'est vraiment le fun pour ça que ils m'accompagnent et qu'ils n'ont pas juste fait ça pour la publicité. Là. Parce que c'est déjà dur de trouver des fois des coachs de gardiens, mais trouver des coachs d'entrevue, ça doit pas être facile non plus. Ouais, non, ça doit être dur. Mais là, t'as beaucoup de pratique maintenant, là? Ouais. Je pense que. Ouais. J'en ai une couple. T'as appris sur le tas. Ouais. T'as dit tantôt, t'as reçu l'invitation le vendredi, mais c'est quoi c'est un appel? C'est Louis Robitaille qui t'appelle directement? Comment ça marche? D'habitude, je pense que les gars qui sont invités comme au début, comme mettons pendant l'été, eux autres, ils reçoivent peut-être un email, je sais pas trop, mais moi, j'ai reçu un appel de mon coach de Saint-Laurent, mais il m'a dit j'ai parlé au coach de Gatineau, puis il voudrait t'inviter au camp. Moi, j'ai un commitment NCAA. Fait au début, je pensais juste faire 48 heures comme pour pas perdre mon éligibilité. Puis après ça, Louis Robitaille m'a appelé. La thérapeute elle m'a appelé, puis ils m'ont demandé si c'était correct pour moi d'aller au camp, si je voulais. Puis fait que j'ai accepté tout de suite. Là. Moi, je voulais faire mon 48 heures pour pas perdre mon commitment, puis aller faire une expérience quand même. Finalement, ça a fini que on a pu trouver une petite faille dans le règlement, puis que je peux continuer. Ah, nice. Continuer, ouais. Fait que dans le fond, toi, ils ont beau mettre des règlements, toi, c'est comme le règlement midget 3A, c'est pas pour toi les règlements, là. T'es fait tomber les règlements. C'est une bonne affaire, ça. Ouais, c'est ça. Il y a toujours une petite affaire qu'on peut trouver. Cool. Mais je suis curieux de savoir, est-ce que c'est un règlement qui s'applique autant pour les hommes que pour les femmes? Non, ça, dans le fond, dans le règlement, ça dit que tu peux pas jouer NCAA dans une ligue masculine. Mais moi, mon commitment, je vais jouer avec des filles. C'est ça la faille, OK. Parce que la GMQ, ils reçoivent une petite paye là, par semaine, mettons, pour le gaz et tout. Fait que tu peux pas comme jouer dans une ligue que tu fais payer, puis après aller NCAA pour jouer masculin. Mais moi, je vais jouer féminin, fait que je pouvais rester comme. Ah! La petite twist. Si on regarde l'histoire dans le passé, je vais me concentrer sur la Ligue de hockey junior majeur du Québec, mais ça s'applique aussi un peu partout au Canada. Si on regarde les femmes qui ont joué pour ces ligues-là, on peut penser à des personnes comme Charline Labonté, puis là, si on remonte encore plus loin, une femme comme Manon Réaume. Est-ce que c'est quelque chose qui, selon toi, on va voir de plus en plus arriver? Des femmes gardiennes de but qui peuvent percer. Si je ne me trompe pas, Charline Labonté a joué quand même plusieurs matchs dans la Ligue. Elle est quand même plus ou moins établie. Selon toi, c'est quelque chose qu'on va pouvoir voir plus souvent dans l'avenir? Honnêtement, j'espère. Je pense que c'est le fun. C'est toujours le fun de voir une femme performer avec des gars dans n'importe quel sport. Puis, c'est pas arrivé souvent. Là. Moi, j'ai pas vraiment vécu. J'étais jeune. Je pense que j'étais même pas née quand Charline elle a joué dans la GMQ, mais c'est toujours le fun de voir ou d'entendre une histoire d'une fille. Je pense à Taya Curie, je pense. Oui. Moi, je capotais là, quand elle a été draft. Là, c'est vraiment le fun pour elle. Puis de voir une femme performer aussi, c'est toujours le fun. Fait que j'espère qu'il va y avoir plus de filles dans la GMQ ou dans n'importe quelle ligue. Première femme repêchée dans la OHL par le Sting de Sarnia. Ouais, c'est ça. Moi, Eve, je veux savoir, pour ceux qui te connaissent pas, t'as sûrement un gardien que tu t'es référé pour devenir une gardienne de but, tu sais, un modèle que t'as suivi, ou ça peut être une fille aussi, ou je dis un gars, là, mais... Honnêtement, c'est Price. Price. ça a toujours été Carey Price, puis je viens de Montréal aussi, fait que j'écoute le Canadien depuis que je suis toute petite. Je suis allée faire une petite game aussi entre la première et la deuxième période quand j'étais plus jeune, quand j'étais joueur. Mais tu sais, le Canadien, ça a tout le temps été mon équipe préférée. Fait que c'est sûr que j'ai vu évoluer Price aussi. Fait que c'est sûr que pour moi, c'est le gardien que j'ai suivi depuis le début. Là.
OK. Par contre, là, on est sur un podcast des sénateurs d'Ottawa. Fait que là, à partir de maintenant, ça va être Matt Murray. Ah, je pensais pas. Excuse. Eve, là, qu'est-ce qui t'attend maintenant pour l'avenir? C'est quoi le prochain step dans ta carrière? Ben là, dans le fond, je suis à Saint-Laurent, au Cégep Saint-Laurent. Fait que je fais mes études collégiales. Là, je suis en ma 2e année. Fait qu'il me reste 7 années puis l'année prochaine. Puis après ça, je vais NCAA avec Minnesota Duluth. Fait que je fais mes années universitaires. Entre-temps, c'est sûr que j'aimerais ça aller aux Jeux olympiques de 2026. C'est sûr que c'est mon but, mon prochain objectif. Fait que peut-être là qu'on va me voir plus tard. Ben, on te le souhaite. Eve, en terminant, on a une petite série de questions en rafale pour toi, si tu nous permets. Donc, Eve, on veut savoir un peu ta routine d'avant-match. Ben, j'ai pas de temps de routine pour vrai. Un gardien qui a pas une routine, c'est rare. Ouais, mais l'affaire qui est peut-être pas bizarre, là, mais je fais vraiment beaucoup de balles. Peut-être pendant 15-20 minutes, je lance la balle au mur, puis après ça, je vais sur la glace, puis j'essaie d'aller le plus vite. Comme j'ai vu Brendan Oldby, je pense, le faire. Là. Il spot 2 lignes, puis il essaie d'aller le plus vite avec ses yeux, comme horizontalement, verticalement. Fait que ça, je fais ça pour quand même un peu échauffer mes yeux. Puis après ça, des fois, je joue des ball games comme une game de soccer. Des fois, ça dépend de mon mood. Là, je suis pas très bonne au soccer, fait que ça dépend des fois. Puis après ça, je fais mon échauffement, puis je m'habille. Fait que j'ai pas mal juste ça, mon avant-match. OK. Avec un petit peu de musique dans les oreilles ou ben c'est le silence? Non, je mets pas de musique. J'y vais, mettons, là, avant d'aller à l'aréna, comme dans mon auto, mettons, j'en mets, là, mais non, dans l'aréna, je mets pas de musique, je parle avec les gars, puis je veux pas trop penser à la game, parce que quand j'essaie d'être trop concentré, c'est là que ça va moins bien. Fait que j'essaie de rester concentré juste comme peut-être 30 minutes avant la game, puis... Parfait. Tim ou McDo? Tim. Tim? Je suis vraiment plus une fille de Tim Hortons. Puis là, quand tu t'en vas chez Tim, tu t'en vas au service au volant, qu'est-ce que tu commandes? Le matin, je me prends un café, un lait, un sucre. OK. Sinon, d'habitude, je prends un wrap poulet bacon, pas de tomates. Faut pas qu'il y ait de tomates. Je pensais que t'allais dire un wrap matin déjeuner. Des fois, mais c'est un wrap poulet bacon. Ton repas préféré, genre, c'est la dernière chose que tu peux manger sur Terre, qu'est-ce que tu manges? Un pâté chinois. Hein? Wow. Ah ouais, pâté La question, c'est avec ou sans ketchup? Oh. Avec ketchup. Avec. Bonne réponse. Pas trop, mais OK. pas en plus, juste un peu. OK. Surprenant, le pâté chinois. Comment est-ce que tu crées le design de tes masques? Est-ce que tu te pars d'un modèle ou tu y vas totalement de ton inspiration? Honnêtement, je pense que je suis une des personnes avec le moins d'inspiration. Fait que c'est vraiment toute elle qui fait le masque, là. Mon dernier masque des Patriotes, c'est plus mon père aussi qui m'aide beaucoup, là. OK. Il m'a donné les signes, parce qu'aux Patriotes, il y a comme 3 signes différents, là. Fait que, on a donné ça à Labroche, Sylvie Marcelet, puis elle a tout fait. Elle est tellement bonne, là. Mon casque Phoenix aussi, là, c'était fou comme masque, mais c'est tout elle qui fait. Moi, j'ai pas d'inspiration, là. OK. Fait que c'est carte blanche. Vas-tu te faire un petit masque des Olympiques? Ben, si je fais l'équipe, oui. Je vais remplacer, non, je vais pas en faire. Eve, ton voyage de rêve? Je pense que ce serait la Grèce. La Grèce? Ouais, j'aimerais ça aller là-bas. Ça a l'air beau. Là. C'est-tu pour voir la photo de la Grèce avec les petites maisons blanches puis l'eau bleue, là, la photo mythique de la Grèce? Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. C'est Santorini, je pense, la ville. Ouais, ça a l'air d'être une belle place. Hein. Puis la dernière, tantôt, t'as parlé de ton but ultime étant joué pour Team Canada pour 2026. Ton rêve personnel, c'est quoi? C'est ce que c'est ça? Ouais, sûrement. Ouais. Depuis que je suis petite, je veux vraiment faire les Jeux olympiques. Fait que pour moi, c'est mon but ultime. Puis j'aimerais ça en faire plus qu'un aussi. Là. Fait que j'aimerais ça en faire le plus possible. Mais c'est vraiment les Jeux olympiques mon but ultime. Fait qu'on va te suivre à RDS en 2026. C'est bon. Peut-être ça va être TV à sport, ils ont les droits, on ne sait pas.
Ah, peut-être à ce moment. Je crée pas de chicane. Eve, un gros merci de nous avoir donné de ton temps. On te souhaite un excellent restant de saison. On espère vraiment te voir à Gatineau cette année. Ouais, dans le centre Slush Poppy cette fois-là, hein? Ouais. Ce serait le fun si tu pouvais ouvrir le nouvel aréna, enfin en fermer un pour ouvrir l'autre. Ouais, c'est fun. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci, Eve. Alors, c'est ce qui complète cet épisode de La Brigade. On espère que vous avez aimé ça. Nous, on voudrait remercier Squirrel Noir qui a conçu la musique thème de La Brigade. On voudrait aussi remercier Nicolas Saint-Pierre que vous avez pu entendre entre chaque segment. Et bien sûr, Pascal Villeneuve au montage. Si vous aimez ce que vous entendez, dites-nous-le. Laissez-nous un review sur Apple Podcast ou sur Facebook. Sinon, laissez-nous le savoir. On veut s'améliorer. On vous rappelle que les 82 matchs de saison régulière des Sens seront disponibles sur les ondes du 94.5 Unique FM avec Nicolas Saint-Pierre à la description et le coach Alain Sancartier à l'analyse. D'ici là, continuez à nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter et maintenant aussi TikTok. On se rejase.